Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on se penche sur des extraits d'un livre qui bouscule pas mal de choses, Homo Deus de Yuval Noah Harari. Et il y a une phrase dès le début qui m'a vraiment fait tiquer. Ah oui? Laquelle? Il dit qu'au XXIe siècle, un être humain a plus de risques de mourir d'un excès de McDo que de la sécheresse, d'Ebola ou d'un attentat d'Al-Qaïda. Oui, et la phrase est choc, c'est sûr, mais elle résume parfaitement en fait le point de départ du bouquin. Harari dit que pour la première fois, l'humanité a globalement mis sous contrôle les trois grands fléaux qui ont obsédé tous nos ancêtres. La famine, les épidémies et la guerre. Exactement. Ils n'ont pas disparu, bien sûr, mais ils sont passés du statut de, disons, tragédie inévitable, de force de la nature, à celui de défi. Des défis qu'on peut et qu'on doit gérer. C'est vrai que le changement de perspective est total. Avant, face à la famine, on priait. Aujourd'hui, on critique les gouvernements, on appelle les ONG, on n'accepte plus que ce soit une fatalité. On ne l'accepte plus. Du coup, la question que posent ces textes, et qui est assez vertigineuse, c'est maintenant que cet ancien agenda est plus ou moins rempli, on fait quoi? C'est quoi les nouvelles montagnes à gravir? Et là-dessus, les sources sont très directes. Elles identifient trois nouvelles quêtes, trois grands projets qui animent déjà notre siècle. On ne cherche plus seulement à éviter le pire, mais à atteindre meilleur. Et ces trois quêtes sont... L'immortalité, ou du moins la lutte contre la vieillesse et la mort, le bonheur, le droit à être satisfait en permanence, et enfin la divinité, c'est-à-dire l'augmentation de nos propres capacités pour devenir des sortes de dieux. Immortalité, bonheur, divinité. Rien que ça. On va explorer ça ensemble. Mais pour bien comprendre où cette ambition un peu démesurée pourrait nous mener, il faut d'abord faire un petit détour. Comprendre ce qui nous a permis, nous, Homo sapiens, de dominer cette planète. Ah oui. J'ai toujours pensé que c'était une question de gros cerveau et de pouces opposables, mais apparemment c'est un peu plus subtil. C'est beaucoup plus subtil. Notre avantage décisif, ce n'est pas l'intelligence individuelle. Un sapiens seul face à un chimpanzé dans la jungle, il ne fait pas le poids. Non, j'imagine bien. Notre super pouvoir, c'est la coopération de masse flexible. On est la seule espèce capable de faire collaborer des millions, voire des milliards d'inconnus. Alors que les chimpanzés, si j'ai bien lu, ne peuvent pas maintenir un groupe stable au-delà de 150 individus à peu près. C'est ça. Passé ce seuil, ils ne se connaissent plus assez bien et le groupe se fissure. Et nous, comment on a fait sauter ce verrou? Grâce à notre imagination, nous sommes les seuls animaux qui peuvent créer et croire en des fictions, en des histoires. Des fictions? Oui, des choses qui n'ont aucune réalité physique, comme les dieux, les nations, l'argent, les droits de l'homme, ou même une entreprise comme Peugeot. Ces réalités intersubjectives, comme les appelle Harari, n'existent que parce que des millions de gens s'accordent à y croire. C'est donc ça le secret. L'argent n'est qu'un bout de papier, mais tant qu'on y croit tous, il a de la valeur. Une nation, c'est une histoire qu'on se raconte, mais elle peut nous pousser à mourir pour elle. C'est une sorte d'hallucination collective qui fonctionne, quoi. Exactement. Et le pouvoir de ces histoires est colossal. L'exemple de la chute de Ceausescu en Roumanie est incroyable. Ah oui, racontez. Le régime a tenu des décennies parce que tout le monde croyait que le pouvoir était tout-puissant. Et puis un jour, sur une place, 80 000 personnes se sont regardées et ont compris, en même temps, que la peur avait changé de camp. La fiction s'est évaporée en quelques heures. Le pouvoir n'était qu'une histoire, que les gens ont subitement arrêté de croire. Fascinant. Cette capacité à réécrire la réalité, ça a dû avoir des conséquences énormes sur tout le reste du vivant, non? Immense. Pendant la majeure partie de notre histoire, les chasseurs-cueilleurs vivaient dans un monde animiste. Il n'y avait pas de barrière étanche entre les humains, les animaux, les plantes. Tout était vivant, tout communiquait. Et puis, la révolution agricole est arrivée. Oui, et avec elle, de nouvelles histoires, de nouvelles religions. Les religions théistes, comme celle de la Bible, racontent une histoire complètement différente. L'histoire où l'homme est créé à l'image de Dieu, et que tout le reste, au fond, n'est qu'un décor à sa disposition. C'est exactement ça. Les animaux sont sortis du grand drame cosmique. Ils sont devenus des objets, des propriétés. C'est ce qui a rendu possible la domestication à grande échelle. Et là, on touche à un paradoxe terrible. Lequel? Du point de vue de l'espèce, c'est un succès évolutif phénoménal pour les poulets, les vaches, les cochons. Ils sont des milliards. Mais du point de vue de l'individu, c'est sans doute la pire catastrophe de l'histoire. Parce qu'on a complètement ignoré leurs besoins subjectifs hérités de millions d'années d'évolution. Le besoin de bouger, de socialiser, de voir sa mère. Algorithme biochimique complexe essentiel à la survie. Et cette même science ne trouve d'ailleurs aucune preuve d'une âme qui nous serait exclusive.
ni chez nous, ni chez les animaux. Le mythe qui justifiait notre supériorité s'effondre. Absolument. C'est assez glaçant. Et le texte suggère que cette relation qu'on a avec les animaux d'élevage, ce serait un modèle pour le futur. Oui, c'est l'analogie dérangeante qu'il propose. Notre traitement des animaux serait le meilleur modèle pour comprendre comment de futurs surhumains améliorés pourraient traiter les humains normaux. Une pensée qui laisse songeur. Effectivement. Alors, on a détrôné les dieux, on s'est mis au centre du monde. On a créé une nouvelle grande religion centrée sur nous-mêmes. C'est ça le fameux humanisme? C'est exactement ça. Après la mort de Dieu, il fallait bien trouver un nouveau sens à l'existence. L'humanisme a opéré un retournement complet. Avant, c'était un plan cosmique qui donnait du sens à nos vies. Et maintenant? Maintenant, ce sont nos expériences humaines qui donnent un sens au cosmos. La source de l'autorité n'est plus dans un texte sacré au ciel, mais dans nos propres sentiments, ici et maintenant. Et ça, on le voit partout. En éthique, le credo devient « si ça fait du bien, alors c'est bien ». Une action est mauvaise, non pas parce que Dieu l'a dit, mais parce qu'elle fait souffrir quelqu'un. Pareil en politique. L'électeur, c'est mieux. En économie, le client a toujours raison. En éducation, pense par toi-même, écoute ta voix intérieure. À chaque fois, on revient à la même source d'autorité, l'expérience subjective de l'individu. D'accord, mais quand on voit le XXe siècle, on ne peut pas dire que tout le monde était d'accord sur la manière d'interpréter cette expérience humaine. Ah non. Et c'est pour ça que les sources parlent des guerres de religion humanistes. L'humanisme, en fait, c'est scindé en trois grandes branches. Ah oui. D'abord, il y a la branche orthodoxe, celle qui a gagné. L'humanisme libéral, pour lui, chaque individu est unique, son expérience est sacrée, et donc sa liberté est la valeur suprême. D'accord, ça c'est le modèle qu'on connaît bien en Occident. Et les autres? Il y avait l'humanisme socialiste. Pour lui, l'idée libérale du moi authentique est une illusion bourgeoise. Nos sentiments sont dictés par notre classe sociale. Se focaliser sur soi, c'est ignorer les autres. Donc l'autorité vient du collectif. Voilà. Elle doit venir d'institutions comme le parti ou le syndicat qui comprennent les expériences de la classe ouvrière. Et la troisième branche? J'imagine que c'est la plus sombre. Oui, l'humanisme évolutionniste, dont les nazis sont l'exemple le plus extrême. Pour eux, l'humanité n'est pas statique, elle évolue, et le moteur de cette évolution, c'est le conflit, la survie du plus apte. Donc toutes les expériences ne se valent pas. Exactement. L'expérience d'un surhomme arien est supérieure à celle d'un juif ou d'un slave. La guerre devient alors l'épreuve ultime qui permet de faire le tri. C'est fou de penser que le nazisme puisse être classé comme une forme d'humanisme. Mais si on suit la logique, ça se tient. Le XXe siècle a donc été cette bataille à mort. Et à la fin, c'est le package libéral qui a gagné. Il a gagné, oui. Démocratie, droits de l'homme, capitalisme, on pourrait croire que l'histoire est finie. Sauf que le texte montre que la science, qui était la grande alliée du libéralisme, est en train de miner les fondations même de cette idéologie. Attendez, le libéralisme est en train de se faire poignarder dans le dos par son meilleur ami. Comment ça? Eh bien, le libéralisme repose sur deux dogmes. Premièrement, l'individu existe, il y a un moi unique et authentique au fond de nous. Et deuxièmement, ce moi est libre, il possède un libre arbitre. Or, les sciences de la vie aujourd'hui remettent radicalement en question ces deux idées. Commençons par le libre arbitre. J'ai l'impression de choisir librement de boire mon café le matin. Suivi d'une chaîne de réactions biochimiques dans votre cerveau, déclenchée par vos gènes, votre éducation, la pub vue hier. Vous ne choisissez pas de désirer un café. Vous ressentez le désir et puis vous agissez. Nous sommes des algorithmes biochimiques. Ça me fait penser à cet exemple des roborats dans le texte. C'est terrifiant. C'est une expérience marquante, oui. Des chercheurs implantent des électrodes dans le cerveau d'un rat. En stimulant à distance son centre du plaisir, ils peuvent le faire tourner à gauche, à droite, grimper. Mais le rat, il se sent forcé. C'est ça le point crucial. Pas du tout. Du point de vue du rat, il n'y a aucune contrainte. Il n'a pas l'impression d'être une marionnette. Il veut tourner à gauche parce que le scientifique a créé en lui ce désir. Il est convaincu d'exercer son libre arbitre. Attendez, ça veut dire qu'on pourrait manipuler nos désirs sans qu'on s'en rende compte? C'est exactement la question. Et avec des technologies comme la stimulation transcrânienne, on commence à pouvoir le faire sur des humains pour traiter la dépression, par exemple. Le libre arbitre est en train de devenir un produit que l'on peut raquer. D'accord, donc le premier pilier, le libre arbitre, est sérieusement ébranlé.
Qu'en est-il du second, l'idée d'un moi unique? Lui aussi s'effrite. Les recherches, notamment celles de Daniel Kahneman, montrent qu'on n'a pas un, mais au moins deux moi qui cohabitent en nous. 2 mois? Oui, il y a le moi expérimentateur, celui qui vit l'instant présent, et il y a le moi narrateur, qui est notre conteur interne, celui qui se souvient, qui juge et qui construit le récit de notre vie. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas du tout d'accord. Ah bon? L'expérience de la coloscopie est l'exemple parfait. On fait subir cet examen désagréable à des patients. Le moi expérimentateur souffre à chaque seconde. Mais quand on leur demande après coup comment c'était, leur souvenir global ne dépend pas de la durée de la douleur. Ça dépend de quoi alors? Uniquement de deux choses, le moment le plus douloureux et la douleur ressentie à la toute fin. C'est la règle du sommet fin. Le moi narrateur jette 99% de l'expérience à la poubelle. C'est fou. Ça veut dire que le moi qui prend toutes mes grandes décisions ou partir en vacances par exemple, se fiche complètement de savoir si je vais passer 2 semaines de plaisir tant que la fin est bonne et que j'ai une super photo à la fin. C'est un peu ça. Le moi narrateur est un tyran qui est prêt à sacrifier le bien-être du moi expérimentateur au nom d'une bonne histoire. Il préfère une souffrance intense, mais qui a du sens, à une vie de plaisir simple, mais sans grand récit. Et le texte pousse cette logique à une échelle terrifiante avec l'exemple des batailles de l'Isonzo pendant la Première Guerre mondiale. Exactement. L'Italie lance une offensive, c'est une catastrophe, des pertes humaines énormes. Toute logique rationnelle, celle du moi expérimentateur des soldats, aurait dit d'arrêter. Mais Mais le moi narrateur de la nation italienne ne pouvait pas admettre que ses premiers sacrifices étaient en vain. Pour donner un sens à cette souffrance passée, il a fallu continuer et envoyer des centaines de milliers d'hommes de plus à la mort. C'est la même logique, mais avec des vies humaines. donc, notre moi est une fiction, une histoire que notre cerveau se raconte, et notre libre arbitre est une illusion biochimique. Si c'est vrai, tout l'édifice du libéralisme s'effondre. Ça nous mène où tout ça? Ça nous mène à l'ère des algorithmes. Si les humains sont des algorithmes biochimiques, ils sont en train d'être supplantés par des algorithmes électroniques bien plus performants. Le point de bascule, c'est le découplage de l'intelligence et de la conscience. L'idée que quelque chose peut être super intelligent, mais ne rien ressentir du tout. Voilà. Pendant des milliards d'années, ça allait de pair. Aujourd'hui, on a des IA qui battent les meilleurs joueurs d'échecs, qui conduisent des voitures ou diagnostiquent des cancers mieux que nous, sans avoir la moindre once de conscience. Et la conséquence de ça? Elle est massive. Si l'intelligence est la ressource cruciale, mais que la conscience est optionnelle, pourquoi un système économique valoriserait-il encore l'expérience subjective de milliards d'humains devenus inutiles? C'est la question de la classe inutile. Et dans ce vide idéologique, une nouvelle vision du monde émerge que le texte nomme le dataïsme. C'est une nouvelle religion, mais pour notre siècle. Son dogme est simple. L'univers est un flux de données. Tous les organismes, y compris les humains, ne sont que des algorithmes de traitement de l'information. Et la valeur suprême, c'est quoi? Ce n'est plus l'expérience humaine. C'est la contribution au traitement global des données. Donc, si je comprends bien, pour le dataïsme, un tweet viral a plus de valeur qu'une émotion que je ressens mais que je ne partage pas simplement parce que le tweet circule et génère plus de données. C'est ça. C'est exactement ça l'idée. Le nouveau commandement, c'est tu maximiseras le flux de données. Et c'est là qu'a lieu le grand retournement final de l'autorité. Elle était passée de Dieu aux humains. Elle est en train de passer des humains aux algorithmes. Parce qu'un algorithme qui aurait accès à toutes mes données biométriques, historique de navigation, conversation, pourrait finir par me connaître mieux que mon propre moi narrateur et ses histoires biaisées. Précisément. On le voit déjà à petite échelle. Parfois, Spotify me propose une chanson que je n'aurais jamais choisie et qui est pourtant parfaite. Waze connaît mieux la route que mon instinct. Demain, un algorithme pourrait nous dire pour qui voter, qui épouser. Ou si on a un cancer avant même de le sentir. Exactement, en se basant sur une analyse de données bien plus fine que notre propre conscience. Et le plus troublant, c'est qu'on pourrait accepter ce marché, renoncer à notre autonomie en échange de la santé, de la sécurité, du confort. C'est la grande transaction proposée. On passe d'un oracle qu'on consulte à un agent qui agit pour nous, et peut-être à un souverain qui décide pour nous. Le parcours est incroyable. On est parti de la maîtrise des anciens fléaux pour arriver à des quêtes quasi divines. On a vu l'humanisme placer l'homme au centre de tout, pour ensuite voir la science, sa plus grande alliée, déconstruire les piliers mêmes de cette vision. L'individu et le libre arbitre. Oui, L'alliance était un marché, en quelque sorte.
La science donnait la puissance et l'humanisme donnait le sens et les garde-fous éthiques. Mais maintenant, la puissance que la science nous offre, c'est celle de redéfinir le sens lui-même en hackant directement l'expérience humaine. La boucle bouclée. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une pensée pour la route. Ces sources suggèrent qu'on pourrait volontairement céder notre autorité à un réseau omniscient pour une vie plus longue, plus saine et plus agréable. La grande question du futur n'est peut-être plus que ferons-nous des machines AI, mais plutôt que deviendrons-nous? Si l'expérience humaine elle-même, ce qu'on ressent, ce qu'on désire, devient un simple produit de design, un algorithme modifiable parmi d'autres, que restera-t-il de l'humanité? Homo sapiens est-il sur le point de créer son propre successeur, Homo Deus, et de devenir à son tour une espèce domestiquée par ses propres créations?